Mes équipes au top, celles d'Antoine on flop, on en discute maintenant les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est la doublette parisienne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief de nos 7 équipes à suivre cette saison. Donc, pour rappel, en Ligue 1, le PSG, Monaco et Strasbourg. En Première Ligue, Liverpool et Manchester United. Et enfin, en Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour info, les gars, on a mis en description le temps de passage de toutes ces équipes que nous allons débriefer tout de suite avec Antoine. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour regarder l'équipe qui vous intéresse. Donc, Antoine, je te propose sans plus tarder de discuter du Paris Saint-Germain, notre équipe en commun, à débriefer, qui a accueilli Angers, donc au Parc des Princes, vendredi soir. Est-ce que tu as deux, trois choses à nous dire? Déjà, on a vu pour la première fois de la saison l'équipe type potentiellement du PSG qui ressemble à l'année dernière, mis à part Kvaratskhelia qui n'était pas là. Mais sinon, c'est l'équipe type de l'année dernière. On a vu encore un PSG ultra dominateur face à une équipe d'Angers qui avait mis son bus derrière. Donc, un bon match de la part des Parisiens, 83% de possession. Mais dans l'ensemble, on s'est un petit peu ennuyé sur ce match. C'est clair. Ouais, non, c'était très, très stérile. Ouais, je trouvais la première mi-temps un peu catastrophique, des centres Mm. complètement ratés. Techniquement, c'était pas à la hauteur. Euh, Doué était le meilleur Parisien Ouais. sur ce match, j'ai trouvé très remuant. Le côté gauche avec Ruiz aussi marchait très bien. C'est d'ailleurs de là où est venu le but parisien. Dembélé, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Hein. Il rate un penalty, il a raté beaucoup de choses, il s'est entêté. Il a tué beaucoup de pigeons, un peu comme il y a 2 ans. J'espère qu'on ne va pas retrouver le Dembélé d'il y a 2 ans, mais plutôt celui de l'année dernière. En tout cas, là, ouais, c'était un peu un mauvais match pour lui. Mais voilà, rien d'inquiétant. Les 3 points sont là. C'est le début de saison encore une fois. La préparation n'a pas été optimale. Donc, pas d'inquiétude dans les rangs parisiens. Mais c'est vrai qu'on en attendait un peu plus quand même, surtout au Parc des Princes. Présentation des trophées remportés la saison dernière avec celui de la Super Coupe d'Europe cette année. Mm. C'était un peu festif, mais on en attendait un peu plus. Donc, on verra au déplacement à Toulouse ce week-end. Ouais, c'est compliqué face à des équipes qui jouent bloc bas de trouver la solution quand tu n'as pas trop l'intensité pour l'instant. Après, ce que je trouve un petit peu inquiétant, c'est qu'on a vu que le côté gauche, comme tu l'as dit, a bien marché avec Doué. Mais à la base, c'est Barcola qui joue à gauche et Doué à droite, un petit peu comme la saison Ouais. dernière. Kvara. Et au final, on se rend compte au fil du match que en fait, ces joueurs-là, Kvara, Barcola ou Doué, leur poste préférentiel, c'est vraiment le côté gauche. On a vu quand il a rebasculé à gauche, Doué, c'est là où il a apporté le danger. Et c'est vrai qu'à droite, il y a un petit peu Hakimi qui est un petit peu au final presque délaissé. Donc, va peut-être falloir trouver une solution pour Luis Enrique à ce niveau-là. Si, si on Ouais, bah, voit. c'était plus Dembélé ensuite qui était à droite, et tu avais Ouais. Barcola en pointe. Et du coup, Mm. on voyait plus du tout le pauvre Bradley Ouais, en neuf. C'est pas du tout son poste. Et c'est pas ce poste-là qu'il affectionne. Il peut jouer à gauche ou à droite, mais alors en avançant, c'est assez compliqué pour lui. Du coup, on a pu le voir ce week-end. espérons que les entraîneurs pour les prochains matchs seront un petit peu plus ambitieux face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Quand tu n'as pas grand-chose à perdre, ça serait Mm. bien de ne pas mettre une défense à 5 avec un bus. Parce que sinon, l'abonnement en Ligue 1 Plus, il va pas être rentabilisé, quoi. C'est clair. Ouais. En plus, l'offre est pas mal. Donc, les gars, abonnez-vous à Ligue 1+. Faites-le pour la Ligue 1. Ah, écoute, je te propose de passer à ton match, Lille-Monaco. Ouais, tout autre match, mais tout aussi stérile. Euh, Ce qu'on va retenir, ça va être côté lillois, ça va être le but d'Olivier Giroud. Depuis son retour, c'est 2 buts en 2 matchs. J'ai vu une équipe de Monaco avec très peu d'intensité, qui m'a pas vraiment plu. On sent que Adjuter, il est perplexe sur sa composition d'équipe. On sent qu'il n'a pas encore trouvé son 11. Notamment en attaque, on a vu Biarrette qui était remplaçant, notamment, ça m'a un peu surpris. Il y a quelques interrogations à certains postes, comme avec le poste d'arrière droit, Vanderson, qui est maintenant remplaçant. C'est vrai qu'il avait pris le bouillon face à Le Havre,
mais on ne sait pas trop. Il y a Thilo Kehrer qui est relégué sur le banc. On a Singo qui est en instance de départ. On a Ben Seguir qui faisait la doublette fraternelle avec Akliouche, qui au final se retrouve aussi en instance de départ. On ne sait pas trop. Au final, cette équipe de Monaco, je leur avais prédit un bel avenir via leur mercato que je trouvais plutôt intéressant. Et ça me fait un peu peur parce qu'en fait, la plupart des bons joueurs dont je pensais qu'ils allaient rester, au final, sont en instance de départ euh, où il y a beaucoup d'interrogations. Donc, on espère que ces joueurs-là vont rester pour apporter un banc quand même digne de ce nom pour Monaco. Mais en tout cas, dans le jeu, il manque de folie, quoi. Il manque de tranchant. Ça joue 15 minutes, ça s'arrête pendant 20. Il va falloir vraiment qu'ils mettent une intensité s'ils veulent aller chercher des résultats. Surtout face à une équipe de Lille qui, on l'a dit, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Et au final, ils ont vraiment mieux joué. En tout cas, au milieu, ils ont été meilleurs que Monaco, notamment avec un Boadi vraiment très très bon. Il est très bon ce petit jeune. Et l'entrée de Fernandez Pardo qui a fait toute la différence. Et c'est mon top ce soir de ce match qui est côté lillois. Ok, bah écoute, merci pour ce débrief, Antoine. Moi, je te propose de passer à Strasbourg-Nantes. C'était un bon petit match, hein. Moi, j'ai bien aimé. Les Strasbourgeois étaient bien rentrés dans la partie, un gros pressing, ils récupéraient pas mal les ballons, notamment assez haut. Et au fil du match, finalement, Nantes est revenu. Ça a été beaucoup plus cohérent. Ils arrivaient à ressortir les ballons, ils arrivaient à se créer des occasions. On peut repenser à ce face-à-face Guirassy-Johnson en fin de première mi-temps, remporté par le portier strasbourgeois. Euh, c'est dommage, hein. Franchement, ils ont des bons petits jeunes, finalement, les joueurs du FC Nantes. Et c'est de bon augure pour eux. Après, Strasbourg, voilà, ils étaient en maîtrise, plutôt en maîtrise, même si, voilà, toujours dans le dernier geste, il y avait un peu de déchets. Et Megan n'était pas titulaire. Euh, il est rentré, il a eu le raté du week-end. Apparemment. Et le raté du week-end, même Anthony Lopez, il était choqué. Et 2 minutes après, il va marquer son but, qui est encore venu d'un centre du côté gauche pour un but de la tête. Donc attention à nos amis strasbourgeois, hein, le jeu aérien est très intéressant et Mega Panikelli, c'est très intéressant de ce côté-là du jeu. Donc voilà, il y a eu des occasions, le FC Nantes aurait pu revenir. Moi j'ai trouvé un Mathis Ablin en instance de départ pas trop concerné, il y avait pas mal d'opportunités où il pouvait mieux jouer, mieux lancer les attaques et finalement il perdait le ballon ou s'excentrait un peu trop et ça n'a mené à rien. Mais c'était un bon match. Franchement, la charnière centrale à Oisiem et le jeune Tati côté FC Nantes, 17 ans, ils ont fait un très très gros match. Très impressionnant, le petit jeune, hein, attention, il faut retenir son nom, je pense. Mais, euh, mais ouais, non, c'était plutôt bien. Au niveau des tops, moi j'ai mis Johnson, le portier strasbourgeois, toujours il a été rassurant. C'est le gardien remplaçant hein, à la place de Penders. Et voilà, 35 ans, il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes, mais il a répondu présent, gros face-à-face remporté, des sorties aériennes rassurantes. Euh, il a fait son match. En termes de flop, je vais mettre Nanasi, qui est sorti à la mi-temps, qui n'a pas apporté grand-chose. Euh, il va falloir qu'il se réveille parce que il n'était pas titulaire la dernière fois. Et là, faudra voir au prochain match s'il le sera, mais il a un peu déçu et d'ailleurs son entraîneur l'a sorti à la pause. Donc voilà, c'était un bon match. Franchement, je recommande. Il y a eu un 0, ça aurait pu finir un match nul. Et les deux équipes méritaient de repartir avec au moins un point. Et les Strasbourgeois ont été plus efficaces. On passe peut-être en première ligue. Ouais. Je te laisse avec ton équipe Manchester United. Manchester United, les gars, c'était le match que je suivais ce week-end. Bon, pas le seul, bien sûr, j'en ai regardé d'autres, mais j'ai suivi cette équipe de Manchester United. J'ai loué leur début prometteur face à Arsenal. Je trouvais il y avait quelques petits trucs intéressants. Là, c'était un match plutôt compliqué hein, pour United. Ils ont eu les occasions en première période. Il y a une occasion d'ailleurs de Cunha qu'on retient sur une énorme parade du gardien de Fulham. Dommage.
Après, c'est pareil. On sent qu'offensivement, ça se cherche encore. Même dans sa compo, Amorim, c'est un peu comme l'entraîneur Monaco. Il ne sait pas trop encore quel joueur mettre. Sesco, il n'est pas titulaire pour le moment. Qui ne joue pas réellement avec un. Donc, moi, j'espère qu'il va faire jouer Cunha, Mbeumo et Sesco pour le prochain match. J'ai envie de le voir titulaire. Son entrée à Sesco, elle a été un petit peu compliquée. Sevrer le ballon, mais elle coïncide en fait avec l'égalisation de Fulham, qui au final, on va dire, a dominé un petit peu à la fin de match. On était plus proche du 2-1 de Fulham que de Manchester United. Alors, sur les coups de pied arrêtés, j'ai trouvé un gardien de Manchester, Bayindir, tellement en difficulté. Sur chaque coup de pied arrêté, il y avait un danger pour les Mancuniens. On avait l'impression de voir le Paris Saint-Germain de Donnarumma sur les sorties. C'était hasardeux. Pardon, Donna, tu nous as apporté la blessure. Mais sur les coups de pied, c'était compliqué. Et ouais, c'était flagrant sur les coups de pied arrêtés. Vraiment, il va falloir travailler ça. Encore une fois, ce que je retiens, et ça va être mon flop du jour, c'est Bruno Fernandes qui loupe un penalty. Alors, la stat du jour, c'est Fernandes sur 66 penalties, c'est 6 ratés. On est sur un ratio qui n'est pas si horrible que ça. Et quand tu tues un pigeon sur un penalty, que tu t'appelles Bruno Fernandes, ça m'embête un peu, quoi. En fait, c'est des points que tu peux pas laisser filer comme ça. Il faut au moins va cadrer ton penalty, quoi. Fais quelque chose. Reprends ta petite mimique sur penalty à la Paul Pogba ou à la Neymar, là, avec ton petit saut de cabri, si tu veux. Et fais quelque chose, quoi. C'est dommage de louper ce penalty parce que ça aurait pu apporter les 3 points qui peut-être auraient lancé la saison d'United. En tout cas, je les attends au tournant au prochain match avec, j'espère, un Chesco buteur et titulaire. On verra bien. On verra bien du côté de Manchester United. En tout cas, comme tu dis, mauvais début de saison, une défaite, un nul. Moi, du coup, j'ai regardé un bon petit match. Ouais, Newcastle-Liverpool. Ouais, c'était pas mal, c'était intéressant. Donc, score final 3-2 pour Liverpool. Hein, je pense que tout le monde a pu le voir. Avec le petit jeune de 17 ans là, qui va te clouer le bec et marquer le but de la victoire à la 90 plus 10. Mais en tout cas, c'était un match assez intéressant, mais j'ai été quand même déçu de Liverpool. Alors, une première mi-temps, franchement, pour moi, dominée par Newcastle. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Dommage qu'on a eu un Gordon peu inspiré à la finition. Par contre, il s'est beaucoup donné. Mais à la finition, c'était plus compliqué. Un peu trop donné. Un peu trop donné hein, en fin de première mi-temps, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais été déçu de la première mi-temps de tous les joueurs offensifs de Liverpool, hein, que ce soit Salah, Ekitike, Wirtz, Gakpo. Même Gravenberch ne m'avait pas rassuré. Szoboszlai était arrière droit. Franchement, Konaté, il faisait un mauvais match. C'était très, très compliqué pour les Reds. Et finalement, il y a eu un éclair de génie de Gravenberch qui a laissé sur sa ligne Nick Pope pour ouvrir le score contre le cours du jeu. Et ensuite, fin de première mi-temps, le fait de jeu, Anthony Gordon qui aurait pu péter la jambe littéralement de Van Dijk et qui se prend un carton rouge. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment dans le match. Donc, première mi-temps dominée par Newcastle, hein, même s'ils rentraient au vestiaire en étant menés au score. Deuxième mi-temps où, à 10 contre 11, le début a été très compliqué. Ekitike en 20 secondes qui te marque le deuxième but. Et là, je me suis dit, c'est bon, le match il est fini. Liverpool ronronnait, faisait tourner, attaquait sans attaquer. Ça manquait un peu d'engagement, d'intensité. On dirait ils étaient plus en mode gestion, mais très mauvaise gestion, parce que finalement, ils prennent un but assez tôt ensuite, vers l'heure de jeu, de la part de Bruno Guimaraes, qui va te bouffer Kurkez sur un coup de pied arrêté. Donc, ils réduisent le score. Alors, en plus, on ne le voyait pas trop venir. Hein. Ça faisait peut-être 5 petites minutes où Newcastle reprenait un peu le ballon. Mais c'était très compliqué parce que le pressing était inefficace vu qu'ils étaient un joueur de moins. Et finalement, ce but a tout changé parce qu'ils étaient bien mieux ensuite.
Et on avait l'impression, limite, que c'était les Reds qui évoluaient en infériorité numérique. Et ensuite, ils se prennent cette égalisation. Et tu te dis, qu'est-ce qu'ils font en fait, les Reds? Arne Slot aussi a fait un mauvais coaching, je trouve, en sortant assez tôt Wirtz et Ekitike notamment. Parce qu'après, Chiesa n'a rien apporté. Nguemois, par contre, c'est le petit jeune du coup qui va rentrer et qui va marquer le but du 3-2. Un peu contre le cours du jeu, parce que même les dernières minutes, finalement, c'était Newcastle qui mettait la pression. Saint James Park qui était en ébullition sur l'égalisation et qui poussait tellement son équipe en fin de match. Et finalement, je pense qu'on a eu la meilleure action du match à la toute fin pour voir le petit Nguemois crucifier les Magpies. J'ai quand même été déçu de la réaction, du match des Reds dans sa globalité. Même si c'est eux qui menaient, ils étaient dominés par Newcastle. Et après, ce relâchement, ce manque de gestion finalement du score a failli leur coûter cher. Et donc, ça ne m'a pas vraiment rassuré, même s'ils ont gagné au final. Ça ne m'a pas rassuré ce match des Reds. Et j'en attends beaucoup plus, notamment au niveau rythme et gestion de la part de Liverpool. Ouais, attendu au tournant les Reds. C'est ça. Je te laisse poursuivre avec la Liga. Donc moi les gars, c'était le match Levante FC Barcelone, donc, qui s'est soldé par une victoire 3-2 du FC Barcelone dans la douleur et la souffrance. Alors la stat du match à retenir, c'est que niveau expected goals, Levante était devant, 2,14 contre 1,91. Et ça peut faire parler. C'est un Barça qui dominait le match niveau possession. C'était à 82% de possession. Ça jouait très haut comme d'habitude. Mais il y a toujours, quand ça va un petit peu moins bien devant, qu'il n'y a pas la finition, notamment avec Ferran Torres, qui loupe encore quelques actions malgré son but. Et au final, quand tu es très haut sur le terrain et que tu joues le piège du hors-jeu sur chaque action, ça marche 9 fois sur 10, mais la fois où ça ne marche pas, tu prends un but. Et c'est ce qui s'est passé à 2 reprises. Levante qui a marqué pour mener 2-0, le promu de Liga, qui mène 2-0 face au FC Barcelone. Et je dirais pas forcément contre le cours du jeu en termes d'occasion et de belles ressorties de balles. C'est une équipe qui a su créer du jeu. Et le Barça va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose parce que c'est comme ça qu'ils se sont fait punir l'année dernière face à l'Inter en Ligue des Champions. À chaque fois, ils se faisaient prendre dans le dos. Et j'ai l'impression qu'Hansi Flick, ça ne lui sert pas de leçon. C'est toujours jouer plus haut et toujours jouer encore plus le piège de leur jeu. Et quand tu as une défense qui est un petit peu bancale, où tu as perdu ton défenseur titulaire de l'année dernière, là tu as le retour de Araujo qui ne fait pas pourtant un si mauvais match que ça. Mais il va falloir peut-être changer quelque chose pour le FC Barcelone s'ils veulent en fait avoir des résultats cette année, parce que tu ne peux pas te prendre des buts comme ça à chaque fois dans ton dos face à de telles équipes. Si on prend un peu la comparaison, Paris, sur leurs 2 premiers matchs, ils ont 0 tir cadré de l'équipe adverse. Nantes, 0 tir cadré. Angers, 0 tir cadré. Là, le FC Barcelone, tu domines ton match, tu as la possession, tu as les joueurs pour faire la différence. Et au final, tu te retrouves en difficulté. Après, il n'y a pas grand-chose à dire en termes de jeu. Ça a été un match plutôt plaisant à regarder. Lamine Yamal qui a eu quelques difficultés quand même sur son côté, contrairement au premier match. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est mon flop? Oui. Après, c'est pas non plus un flop extraordinaire. Mais ouais, un petit peu en difficulté. Et quand ça va un petit peu moins bien devant, c'est un Barça qui est en difficulté parce que défensivement, c'est pas encore ça. Très bien. Écoute, moi j'ai passé au Real Madrid, qui s'est déplacé au Real Oviedo, le promu. Un petit mot sur le 11 titulaire de Xabi Alonso, des choix forts. Rodrigo titulaire à la place de Vinicius Junior. Mastantuono titulaire à la place de Brahim Diaz. Donc, et Dani Carvajal aussi à la place de Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, attention à Vinicius et Trent Alexander-Arnold. C'est peut-être un petit message de la part de Xabi Alonso à ces hommes, que leur place, finalement, ils ne sont pas irremplaçables. Donc attention.
Euh, donc le match, écoutez, on a failli avoir une dinguerie à l'engagement. On a failli avoir une ligne PSG Ouais. du côté d'Oviedo qui a failli doucher les Madrilènes. Franchement, c'est incroyable. C'était franchement à ça, hein. C'était presque réussi. C'est vraiment dommage. La sortie de Courtois, je pense qu'elle a gêné l'attaquant d'Oviedo, mais c'était très très bien joué. En tout cas, après, le match a été à sens unique. Grosse maîtrise de la part des Madrilènes. Il y a eu beaucoup plus d'automatisme, beaucoup plus de jeu du côté madrilène, notamment avec un Güler que j'ai trouvé intéressant. Le petit Mastantuono que j'avais dit la semaine dernière que son entrée était intéressante. C'est quelqu'un qui ne se cache pas, qui demande le ballon, qui essaie de créer. Techniquement, il est très bon. Donc attention, hein, ce petit jeune de 18 ans, Mastantuono, il peut faire du bien sur Real Madrid, notamment à la création. Le Mbappé, on voit qu'il est affûté. Hein. Chaque prise de balle, tu sens qu'il a une accélération folle et qu'il peut faire la différence à tout moment. Rodrigo, je l'ai trouvé bon aussi. Il a été beaucoup plus percutant que Vinicius Junior la semaine dernière, notamment dans les 1 contre 1. Il faisait plus de différence. Il osait, il tirait. C'était pas des actions dégueulasses. Donc voilà, un Rodrigo aussi plutôt en jambes, malgré son faible temps de jeu. En tout cas, c'est aussi l'entrée de Vinicius Junior que j'ai trouvé intéressante. Voilà, il a voulu répondre à son coach. Il rentre, une passe D, un but. Et notamment sur la passe D, c'est lui qui récupère la balle, qui fixe le dernier défenseur pour décaler ensuite Kylian Mbappé pour son doublé. Donc voilà, gros message de la part de Vinicius Junior, je pense que ça lui a fait du bien aussi d'aller sur le banc. Peut-être qu'il s'est remis en question, il s'est remis dans le droit chemin, si je puis dire. Donc ça a été un bon match de la part du Real Madrid. Alors attention au saut de concentration parce que Cibo a failli égaliser à la 80e minute. Il n'y avait que 1-0, hein, le score est flatteur 3-0, mais il n'y avait que 1-0 à la 80e. Et Cibo a failli égaliser pour Oviedo. Ça a fini sur le montant extérieur. Et 1 minute après, finalement, Vinicius Junior va décaler Kylian Mbappé pour le but du break. Donc voilà, c'était un bon match, beaucoup plus intéressant que face à Osasuna. Il y a eu quelques circuits de passe, des automatismes. Et je pense que c'est encourageant pour le Real Madrid. Donc au niveau top, j'ai mis Güler, moi, de mon côté. Il a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé intéressant. Et en flop, j'ai mis Valverde, qui n'a pas fait un mauvais match, mais pour moi, c'est celui qui a été le moins en vue côté madrilène, un peu caché par ses autres coéquipiers. Donc voilà. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Antoine, de ton côté. Concernant le Real Madrid, comme tu as dit pour conclure, on espère que le Real cette année, c'est collectivement que ça va le faire. Parce que comme tu l'as dit, il y a de la concurrence. Et on a vu quelques énervements encore, notamment de la part de Rodrigo quand il est sorti. La réaction de Vinicius, elle est positive à son entrée. C'est ça qu'il va falloir qu'il matche, en tout cas au Real Madrid, s'ils veulent faire une bonne saison. C'est ça. Et n'hésitez pas, les gars, à commenter sous la vidéo quel match avez-vous vu, quelle équipe vous a emballé ce week-end. Et si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le ballon. Ciao les gars!